J'ai lu Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo qui raconte... Well, hello! Je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour faire un petit bilan de mes lectures du mois de mars. Enfin, petit bilan, Marie-Sophie, t'as quand même lu 18 livres. Hein. C'est vrai, j'ai lu pas mal de livres ce mois-ci parce que j'ai eu beaucoup de temps libre, donc j'ai un peu enchaîné mes lectures, ça a fait du bien ma pile à lire. Enfin, pas tant que ça parce que j'ai pas mal de relectures dans le tas, donc voilà, mais ça a quand même fait du bien à ma pile à lire un petit peu. Pour faire un petit peu un sommaire, dans le lot il y a 11 lectures graphiques et le reste ce sont des romans, donc il y a 7 romans pour 11 lectures graphiques. J'ai commencé le mois avec la lecture de cette BD qui est Le bleu est une couleur chaude de Jules Marot aux éditions Glénat. Donc je vous avais présenté dans ma pile à lire du Blossom Spring Challenge que j'ai aussi présenté dans mon vlog de lecture graphique que je vous mettrai dans le petit i si vous voulez aller jeter un œil. Pour vous faire un petit peu un résumé de l'histoire, on va suivre Emma qui vient de perdre Clémentine, donc qui était sa compagne, son amour, un petit peu l'amour de sa vie. Et peu avant le décès de Clémentine, cette dernière avait émis le souhait que Emma puisse avoir accès à son journal intime, notamment son journal intime d'adolescence. On va donc suivre l'histoire et la vie de Clémentine par les yeux d'Emma, vu qu'elle va lire son journal intime, et surtout son adolescence, la fin de son lycée, et à partir du moment où elle aura rencontré Emma pour la première fois, et qui est une rencontre qui va totalement chambouler sa vie. J'ai vraiment beaucoup aimé cette BD parce que je l'ai trouvée très très douce, même si elle pouvait traiter de sujets très complexes et très durs par moments, puisqu'il y a certaines étapes dans cette histoire qui sont vraiment dures, mais les traits, les dessins de l'auteurice étaient tellement doux que ça a vraiment permis de donner un côté moins douloureux en fait aux événements qui pouvaient être décrits. Les sujets traités sont vraiment très intéressants, puisque du coup ça traite de l'adolescence, ça traite de l'orientation sexuelle, du coming out, surtout que ça se passe à une époque, ça se passe fin des années 90. Le récit s'ancre dans une période où tout ce qui était question de coming out, orientation sexuelle qui ne soit pas hétérosexuelle, c'était très très compliqué, non seulement à dire, mais en plus à se voir accepté comme ça dans la société. J'ai vraiment aimé en fait la façon dont c'était abordé dans cette histoire parce qu'on se retrouve vraiment à la place d'une adolescente qui se pose ces questions-là au moment où elle rencontre la personne qui va juste complètement changer sa vie. Les dessins sont très très beaux et c'est un style graphique qui fait vraiment très dessin à la main, non pas que ce soit pas le cas pour d'autres BD, mais j'ai vraiment ce côté, cette patte où on a l'impression que juste l'auteurice a dessiné directement toutes les BD à la main. Il y a ce côté très dessin, limite portrait que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai adoré le jeu de couleurs dans cette BD puisque tout tourne autour, je vous le donne en mille, de la couleur bleue. Et c'est vraiment très très beau de voir l'évolution à chaque case, quel détail est bleu. Souvent ce sont les cheveux d'Emma parce que c'est un peu le but de la BD, mais il y a d'autres détails qui peuvent ressortir et c'est vraiment un travail de couleur et plus le temps passe, plus les couleurs arrivent en fait dans l'histoire. C'est la BD qui a donné lieu à l'adaptation cinématographique La vie d'Adèle, qui n'est pas forcément, selon moi, pas forcément une très bonne adaptation, qui n'est pas complètement à l'ouest non plus, mais qui manque certaines choses. Après, libre à vous bien sûr de voir le film et de lire la BD pour vous faire votre propre avis sur la question. Je vous présente ensuite le petit recueil de portraits de sportives Girl Power les sportives qui est issu d'un collectif et il y a juste les illustrations qui sont de Nicolas Garguillo, si je dis pas de bêtises. Exactement, Nicolas Garguillo qui est l'illustrateur et c'est aux éditions Talent. Qui est donc un recueil en fait de portraits de femmes sportives, de femmes qui se sont illustrées dans différents sports, dans la compétition aussi, et ça retrace un petit peu leur parcours, leur vie, et ça fait des petites présentations tout simplement de ces personnes, de ces athlètes qu'on oublie un peu trop souvent. C'est destiné à la jeunesse, c'est un côté du coup très jeunesse, les dessins sont très simples mais très jolis, et ce que j'ai surtout beaucoup aimé, c'est la variété de portraits qu'il y a. Il y a autant des sportives dans des sports populaires que dans des sports un petit peu plus de niche. Il y a autant des sportifs qui se sont illustrés en compétition que d'autres qui n'ont pas pris ce chemin-là, mais ça ne leur a pas empêché de changer et révolutionner leur sport et d'apporter à leur sport. Il y a autant des sportives valides que des sportifs qui présentent un handicap. Il y a un côté vraiment très inclusif et surtout qui brasse un très très grand panel d'athlètes féminines et c'est hyper beau et c'est hyper bien en fait de mettre en avant ces personnalités-là qu'on ne connaît pas suffisamment. Si vous aimez bien ce genre de lecture de présentation de femmes, type un peu les culottées ou les 100 grandes femmes de l'histoire, si vous aimez bien ce genre de choses là, franchement je vous le conseille, il va vraiment vous plaire et les portraits sont vraiment chouettes. En lecture graphique, j'ai également lu donc le deuxième tome de la saga Scott Pilgrim vs The World de Brian Lee O'Malley aux éditions Milady. J'aime vraiment beaucoup cette saga de comics parce qu'elle n'est pas prise de tête, elle est vraiment très divertissante, elle est très très drôle. Elle joue sur beaucoup de codes un petit peu de pop culture, jeux vidéo et tout. Le style graphique fait très cartoon et du coup ça colle très très bien à l'ambiance, ça s'inscrit vraiment très bien dedans. C'est hyper frais, hyper drôle. Pour vous situer un petit peu l'histoire,
On suit en fait tout simplement Scott, qui était un jeune homme de 23 ans, qui va tomber fou amoureux de Ramona. Et à partir du moment où il arrive à la pécho et à la date, cette dernière va lui annoncer que s'il veut continuer de la date, il va falloir qu'il batte tout simplement ses 7 ex démoniaques. L'histoire est vraiment drôle et franchement si vous aimez bien les comics et que vous cherchez quelque chose de tranquille, vraiment pas prise de tête, qui vous fasse passer le temps, foncez parce que c'est vraiment pépite. Il y a aussi une adaptation cinématographique de cette saga-là, donc qui s'appelle Scott Pilgrim vs. The World, qui est très très cool, qui est une assez bonne adaptation de ce que j'en ai vu en tout cas pour le moment. Donc en vrai n'hésitez pas, que ce soit le film ou les BD, ça fait vraiment du bien, ça fait vraiment plaisir, c'est très drôle. Donc franchement vous pouvez foncer les yeux fermés. On enchaîne avec le tome 6 d'Harry Potter, donc Harry Potter et le prince de sang mêlé de J.K. Rowling aux éditions Gallimard. Alors, c'était donc une relecture que j'ai faite dans le cadre de la lecture commune organisée par Vous savez qui et la bouquinage. Je vous en ai déjà parlé dans ma pile à lire du Blossom Spring Challenge, puisque de toute façon, elle en faisait partie. Et c'est une relecture que j'ai beaucoup aimé faire, c'est un de mes tomes préférés, le tome 6, parce que j'adore toute la partie sur l'histoire de Voldemort, et surtout, en fait, je suis fascinée par le personnage de Merop Gone, donc qui est la mère de Voldemort, et donc j'étais très contente de relire toute cette histoire pour cette partie-là. Ce tome, je l'ai trouvé tellement dense, il y a beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de choses qui font avancer l'histoire, et qui mènent en fait, qui donnent des clés, des éléments pour amener à la conclusion de la saga. J'ai juste moins aimé, je me souvenais plus trop de ça, mais j'ai beaucoup moins aimé le côté rom-com en fait de ce tome-là, où on suit un petit peu les histoires de love et de cœur de notre trio et des autres personnages. C'est un point qui m'a un peu plus dérangé, parce que j'avais un peu l'impression qu'elle arrivait comme un cheveu sur la soupe et qui cassait un petit peu le rythme du reste de l'histoire. Après, d'un autre côté, on arrive à un moment où les personnages, ils ont 16 ans, je crois, dans celui-là, ouais, 16 ans, donc ça colle un petit peu avec le côté adolescence, certes, mais si J.K. Rowling avait pu soit mieux l'amener, soit s'en passer, j'aurais pas été contre. Puisqu'on est dans Harry Potter, on va enchaîner avec le tome 7 d'Harry Potter, donc Harry Potter et les règles de la mort, toujours de J.K. Rowling, toujours aux éditions Gallimard. Contrairement aux autres de la saga, c'était que la deuxième fois que je le lisais, celui-là, et je me souvenais pas qu'il était de 1 si sombre, de 2 que toute la partie chasse aux Horcruxes était si longue. Et j'ai eu un sentiment un peu bizarre de il se passe rien mais il se passe plein de trucs en même temps. Parce que forcément il se passe pas rien. Mais je trouvais ça tellement long en fait et ça prenait tellement de temps dans le récit que j'avais cette sensation où ouais il se passait pas grand chose. Alors qu'au final, bah si quand même, je veux dire, il trouve les Horcruxes, il les défonce, il y a quand même pas mal de choses qui se passent. Je trouvais vraiment très sombre. C'est le dernier tome de la saga et il y a tout le monde qui se fait dézinguer, donc évidemment que c'est sombre, Marie-Sophie. Ça m'a pas mal brisé le cœur. Plus que ce que je pensais et plus que ce que je m'en souvenais surtout. Mais ça reste une très bonne lecture. Toute la partie sur la bataille de Poudlard est tellement prenante, impossible de lâcher le livre. J'ai vraiment beaucoup aimé redécouvrir ce tome-là. Et ça m'a fait mal de quitter encore une fois cet univers. On enchaîne sur un classique puisque j'ai lu Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo aux éditions Pocket. Ce livre en raconte, je vous le donne en mille, le dernier jour d'un condamné. On suit du coup les pensées et les sentiments d'un homme qui s'apprête à rencontrer la guillotine. On ne sait pas pourquoi il a été condamné, on n'a pas trop de mots sur son crime, visiblement ça avait l'air d'être un crime de sang, mais sans plus d'informations, puisque de toute façon tout ce qui est important de retenir, c'est les sentiments et les pensées de cette personne-là avant de monter à l'échafaud. C'est un vrai manifeste contre la peine de mort. Les mots de Victor Hugo sont hyper prenants. J'ai lu très peu de Victor Hugo dans ma vie, et j'ai un peu plus découvert sa plume en lisant cette œuvre-là, que j'ai adoré. J'ai vraiment adoré la plume de Victor Hugo. Et surtout, c'est pour moi un livre qu'il faut lire, celui-là. Il est pas très long, il est vraiment... il fait moins de 100 pages, mais c'est un livre qu'il faut lire selon moi, parce que tout simplement, ses propos contre la peine de mort résonnent encore beaucoup aujourd'hui, et parfois faire un petit reminder, ça fait du bien. On va terminer sur les livres papier, après ce ne seront plus que des e-books, mais on va terminer avec la saga complète de Chocolat et Vanilla de Moyoko Hanno aux éditions Murokawa. De base, je ne devais relire, et je n'ai relu que le premier tome, puisque c'était dans ma pierre du Blossom Spring Challenge, et puis de toute façon vous l'avez vu parce que je l'ai aussi lu dans mon vlog de lecture graphique. Et finalement, vu que j'avais tellement aimé cette relecture-là, puisque clairement cette saga c'est une Madeleine de Proust pour moi, finalement je me suis chauffée à lire les 7 autres tomes. Pour vous faire un petit résumé de l'affaire, on suit en fait Chocolat et Vanilla, qui sont 2 apprenties sorcières désignées comme prétendantes au trône du royaume magique. Pour savoir laquelle des deux montera sur le trône, elles sont envoyées sur Terre où elles doivent collecter les cœurs, donc en quelque sorte un petit peu les émotions des humains. Chocolat est absolument déterminée à remporter la compétition, mais c'était sans compter sa rencontre avec Pierre, qui est un mec du même collège qu'elle et qui a une beauté froide qui lui fait énormément penser à un illustre personnage du monde magique. C'est une rencontre qui va un petit peu la chambouler, la retourner, sauf qu'elle ne doit absolument pas tomber amoureuse de lui puisque ça signifierait qu'elle lui confierait son cœur,
et donc elle mourrait. Il est empreint de pas mal de clichés de genre et clairement il baigne dans l'époque à laquelle il a été écrite en termes de stéréotypes. Mais je pense que la nostalgie pour moi est plus forte que tout parce que je continue de l'aimer vraiment très très fort et de pas m'en passer. En fait j'adore les personnages, je trouve que toute l'histoire et tous les personnages, tout est tellement doux, c'est sucré, c'est comme un petit bonbon après une journée de merde. J'adore les personnages, j'adore les relations entre eux. La relation Pierre et Chocolat, c'est le premier Enemies to Lovers de toute ma vie. C'était clairement pas la lecture la plus prenante et la plus spirituelle que j'aurais eue ce mois-ci, mais clairement ça m'a fait du bien, j'étais contente de les relire. Et si jamais vous aimez bien les mangas un peu type Magical Girl, franchement foncez parce qu'elle fait toujours du bien. Pour en venir un petit peu au e-book que j'ai lu ce mois-ci, on va commencer avec La Belle Sauvage de Philippe Pullman, qui est le premier tome de la trilogie de la poussière et qui est édité chez Gallimard. On se retrouve donc replongé dans l'univers d'À la croisée des mondes, sauf que toute cette histoire se passe des années, je crois 12 ans, avant le début des événements d'À la croisée des mondes. On suit Malcolm, qui est un jeune garçon de 11 ans et qui partage son temps entre l'école, l'auberge de ses parents où il file un coup de main, son bateau qui s'appelle La Belle Sauvage, et également filer un coup de main aux bonnes sœurs du prieuré à côté de chez lui qui viennent de recueillir un petit bébé du nom de Lyra. Et à la rencontre de cette petite, Malcolm décide qu'il deviendra son protecteur ad vitam aeternam. Et ça tombe bien qu'il fasse cette promesse-là, puisque suite à des pluies diluviennes et des averses beaucoup trop fortes, il va devoir la sauver en fait de l'inondation, d'une grosse inondation qui se passe. Il l'embarque donc sur son bateau avec l'aide d'Alice, Alice qui est une jeune fille qui travaille à l'auberge avec les parents de Malcolm et qui file aussi un coup de main aux bonnes sœurs de temps en temps, et se retrouvent tous les trois projetés à fuir pour essayer de trouver un endroit safe pour le bébé et même tout simplement pour eux. Et dans leur fuite, ils se rendent compte qu'ils sont suivis par un homme un peu chelou qui a l'air d'en vouloir à Lyra directement. J'étais tellement contente de retrouver cet univers et de retrouver la plume de cet auteur. Faut savoir qu'À la croisée des mondes, c'est une de mes sagas chouchou de tous les temps. Je l'aime d'un amour inconditionnel et j'avais jamais commencé la trilogie de la poussière alors qu'il y a déjà 2 tomes qui sont sortis. C'est un tome qui est très introductif en fait, qui est surtout là pour planter le décor et les personnages en fait qu'on sera amené à suivre quand on reprend en fait Lyra au tome 2 de la trilogie, donc quand Lyra a plus de 20 ans je crois, ou une vingtaine d'années. Ça n'empêche pas que je l'ai trouvé très très chouette, que je l'ai dévoré, que j'ai vraiment aimé retrouver cet univers avec les démons, le côté un peu magique, tout ce qui est complot au niveau de l'église dans cet univers-là et les personnes qui sont contre l'église, retrouver aussi d'anciens personnages puisqu'on recroise Lord Asriel et on recroise Marissa Coulter. Ça a vraiment fait beaucoup de bien. En plus, je l'ai lu à peu près en même temps, au même moment où je re-regardais l'intégrale de la série His Dark Materials. Je vous la conseille, regardez-la, elle est incroyable. Et du coup, j'ai adoré être baignée dans cet univers que j'aime d'un amour sincère et pur. Et si jamais c'est un univers que vous ne connaissez pas du tout, je vous conseille de d'abord lire À la croisée des mondes avant de commencer la trilogie de la poussière, pour voir si vous aimez. Mais franchement, c'est un univers tellement bien fait. Et je vous le recommande à 1000%. Ce mois-ci, j'ai également lu le tome 2 de Grisha de Lee Bardugo aux éditions Milan, Page Turner. Je sais plus comment ça passe à nos sur Page Turner, je crois, mais je dis peut-être des bêtises. Je vais faire de résumé parce que c'est un tome 2 et que j'ai pas spécialement envie de vous spoiler. Et globalement, mon avis est assez mitigé. C'est-à-dire que j'ai beaucoup aimé le début, j'ai beaucoup aimé la fin parce qu'il se passait beaucoup de choses, il y avait beaucoup d'action. Par contre, tout le milieu, je l'ai trouvé très vide et très plat. J'avais vraiment la sensation qu'il se passait rien dans ce tome, à part le début et la fin. C'est un petit peu tome de transition entre le début et la fin de l'histoire. C'est vraiment ce que ça m'a inspiré. En plus de ça, les personnages de Mal et Alina, franchement, ils m'ont gonflé de ouf dans ce tome. J'avais un peu envie de les éclater, mais c'est pas grave, on fait avec. Par contre, ce que j'ai beaucoup aimé, ça a été de découvrir de nouveaux personnages qui vont nous accompagner dans la suite et que j'ai vraiment hâte d'approfondir et de suivre un petit peu leur route. J'ai été contente de retrouver d'anciens personnages que j'aimais beaucoup également. J'ai principalement lu ce tome pour avancer dans la saga et aller vers la fin de Grisha, et surtout pour pouvoir regarder la saison 2 de Shadow and Bone, et qui est du coup l'adaptation série en fait du Grishaverse. J'ai déjà lu Six of Crows, oui j'avais lu Six of Crows avant de terminer Grisha, j'en ai rien à foutre. Maintenant que je suis à jour partout, je vais enfin pouvoir regarder cette saison. Je terminerai quand même Grisha parce que j'ai envie de savoir ce qui se passe dans le 3e tome et de savoir comment se conclut en fait cet arc-là du Grishaverse. Mais franchement, le tome 2, il ne me laissera pas un souvenir impérissable. On enchaîne sur ma lecture de Captive in the Dark de C.J. Roberts aux éditions. Alors en France, c'est Pygmalion et moi j'ai lu en anglais et je crois que c'était auto-édité, mais je dis peut-être des bêtises, au pire des cas, ce sera en barre d'infos si l'information est fausse. C'était la toute première dark romance que je lisais de ma vie entière, je crois bien. Trigger warning. C'est une dark romance, donc forcément on va aborder des sujets très très sensibles tels que l'enlèvement, la séquestration, la violence physique, la violence psychologique aussi, et le viol. Voilà, si ce sont des sujets qui sont sensibles pour vous, clairement ne lisez pas ce livre. Je vous mettrai un petit time code là si jamais vous voulez pas entendre parler de ce livre-là et que vous voulez passer au suivant.
Pour faire un petit résumé de cette histoire, c'est une dark romance somme toute classique, à savoir un mec un peu chelou à la tête d'un trafic d'humains qui repère une petite meuf qui a rien demandé à personne, qui l'enlève, la séquestre, et bah, la détruit un peu psychologiquement et physiquement pour lui apprendre à obéir. Et forcément, il y a un côté un peu syndrome de Stockholm qui se développe puisque Livy, donc le personnage féminin, déteste très fortement Caleb pour ce qu'il lui fait, mais dans les seuls moments où il est un petit peu doux avec elle, ça remue un peu ses émotions et elle sait plus trop sur quel pied danser. Très honnêtement, c'était pas une très très bonne lecture pour moi, cette histoire-là. Fallait bien que je teste à un moment, hein, mais je me rends compte que j'apprécie pas spécialement. Ce côté relation très abusive, très violente, sur fond en plus de mafia et de bails un peu étranges, je me rends compte que c'est pas vraiment ce que j'aime. Je sais pas si c'est cette histoire-là qui m'a donné ce goût-là ou si c'est la dark romance de manière générale. Peut-être qu'il faudrait que j'en teste d'autres pour savoir. En tout cas, celle-ci m'a pas convaincue pour ce genre-là. Si jamais vous avez des recommandations de dark romance que vous avez bien aimées, qui apportent vraiment, qui ont vraiment une dimension très psychologique, parce que là, la psychologie des personnages était pas tellement développée, c'est peut-être ce qui m'a manqué pour m'attacher à eux, parce que j'avais vraiment zéro attache aux personnages, je me sentais pas du tout concernée par ce qui leur arrivait, pas du tout d'empathie, c'était vraiment, j'avais l'impression d'être un mur face à ce qui leur arrivait, et peut-être un peu dérangeant dans le cadre d'une dark romance de pas avoir trop d'empathie pour les personnages, mais là en tout cas c'était vraiment zéro. Si vous avez des recommandations à me faire, vraiment je suis preneuse, j'ai envie de donner une autre chance à la dark romance et pas rester juste sur cette lecture là, mais je m'y connais pas du tout, donc si vous avez des titres, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ah, et je précise, la dark romance, c'est un genre pour les personnes strictement majeures. S'il y a le mot dark dedans, c'est que ça traite vraiment de sujets très sensibles, très immoraux, voire illégaux. Donc c'est vraiment pas un genre à mettre entre toutes les mains et protégez-vous, prenez soin de vous. Si c'est quelque chose, si ce sont des sujets ou des livres qui vous touchent personnellement ou qui remuent en vous des choses que vous ne voulez pas remuer, éloignez-vous-en et prenez soin de vous. Et enfin, ma dernière lecture de ce mois de mars, il s'agit de The Chase, donc le premier tome de Briarew Del Kennedy aux éditions Hugo Roman. Alors, donc c'est la saga spin-off de Off Campus, et on va se retrouver à suivre des personnages que l'on connaît déjà. En l'occurrence, ce tome-là, c'est sur Summer, donc qui est la sœur de Dean de Off Campus, qui se retrouve à intégrer Briare en cours d'année parce qu'elle s'est fait têche de Brown. Et dans la mesure où son plan pour intégrer la sororité et emménager dans la maison de sororité tombe à l'eau, elle se redirige vers le seul plan qui lui reste, à savoir intégrer la colocation des anciens coéquipiers de son frère. Dans cette colocation, il y a Fitz sur qui elle crush depuis trop longtemps. La colocation s'avère un petit peu ambiguë donc. C'est une romance, tout ce qu'il y a de plus cliché, tout ce qu'il y a de plus classique, je pense même que ça fait un peu partie des classiques de la romance, Liv Del Kennedy de manière générale. J'ai quand même bien aimé ma lecture, je l'ai trouvée moins dérangeante et peut-être un peu moins cliché que ne pouvait l'être Off Campus où il y avait des moments où vraiment je soufflais du nez. Là The Chase, c'était un peu moins le cas. Après, j'ai beaucoup aimé le développement de la relation entre les personnages qui, pour le coup, prend son temps. Plus que dans les tomes de Off Campus, j'ai l'impression. J'ai vraiment cette sensation que l'autrice a voulu prendre plus le temps de travailler les personnages et surtout en fait de les travailler indépendamment l'un de l'autre parce qu'on suit beaucoup plus leurs projets perso à l'un comme à l'autre. Et il y a vraiment ce côté où ils ont leur vie séparée et leur vie ensemble, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Point bonus pour ce tome qui fait représentation du TDA, donc du trouble du déficit de l'attention, dont souffre Summer, et c'est pas juste mis là comme un cheveu sur la soupe pour faire style que c'est là, ça a vraiment un impact sur sa vie et ses projets, et c'est quelque chose que j'ai plutôt bien aimé. Un peu friand de tout ce qui est new romance dans le milieu de l'université, bon déjà je pense que vous connaissez Briarew et Off Campus, mais si c'est pas le cas, franchement foncez, n'hésitez pas, je pense que c'est vraiment le genre de lecture qui peut vous plaire, et c'est vraiment chouette, frais, et pas prise de tête du tout, c'est le genre de romance que j'aime bien lire quand j'ai besoin de quelque chose de léger. Donc si c'est aussi votre cas et que c'est le genre de lecture que vous aimez bien, foncez les yeux fermés, ça vous plaira forcément. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de mes lectures du mois de mars. Ça devait certainement être très très fouillis. J'ai dû certainement beaucoup trop de fois regarder le retour écran parce que je filme avec mon iPhone parce que j'ai oublié de recharger la batterie de mon appareil photo, donc j'ai un peu trop tendance à vouloir regarder le retour écran. Je suis désolée si jamais c'est le cas et que ça vous a embêté pendant le visionnage de cette vidéo. Pardon. Peut-être que ça vous aura donné des idées de lecture, en tout cas je l'espère. N'hésitez pas vous à me partager quelles ont été vos lectures du mois de mars et quelles sont les lectures que vous souhaitez aborder en avril. Moi en avril je compte continuer et même terminer parce que du coup je l'ai bien entamé ma pile à lire du Blossom Spring Challenge. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux, donc Instagram et TikTok.
Si jamais vous voulez me suivre ailleurs et voir un petit peu ce que je fais, je poste pas forcément le même type de contenu partout, donc n'hésitez pas à venir checker si jamais ça vous intéresse. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, ça pareil, ça me fera très très plaisir et ça la fera grandir un petit peu si jamais mon contenu vous a plu et que ma personnalité vous fait rire ou vous plaît ou quoi que ce soit. N'hésitez pas à me suivre et à vous abonner et à activer la cloche pour être tenu informé